Bonjour à tous, je m'appelle Julien Pellabert et je suis négociateur professionnel. Mon métier est de former, d'accompagner, d'assister des entreprises ou organisations à la conduite de leurs négociations les plus sensibles et les plus complexes. Bienvenue dans Pour parler, le premier podcast de la négociation en France. Notre ambition est simple, vous donner des clés pour mieux négocier pour votre quotidien professionnel et personnel. Vous aimez notre podcast? N'oubliez pas de vous abonner. Toutes les 2 semaines, nous recevons un expert qui abordera une problématique et vous partagera ses astuces pour mieux négocier. Aujourd'hui, j'ai le plaisir, j'ai l'honneur d'accueillir sur le podcast pour parler Eric Blondeau. Alors, je dis que c'est vraiment un honneur parce que Eric, je vais te laisser la parole en quelques secondes, mais ça fait 5-6 ans que j'ai la chance de te connaître et je pèse tous les mots. Ça a été une vraie révélation dans mon parcours de la négociation. Je vois la négociation un peu comme un art martial et on peut avoir une volonté de ceinture noire et après de continuer ou pas dans les arts martiaux. Moi, j'ai eu la chance d'avoir le doctorat et ça m'a ouvert en fait la porte de la négociation. Et comme dans les arts martiaux, il y a des sensei ou des shifu en fonction de l'art martial, moi, je te considère vraiment comme un mentor. C'était tes réflexions qu'on a l'occasion d'avoir me font grandir sur la négociation et pas que. Et pour ça, je tenais à te remercier. Je tenais à te remercier d'être présent sur ce podcast. Et puis, est-ce que maintenant que j'ai dit deux, trois mots sur toi, tu aurais la gentillesse de nous dire qui tu es pour les gens qui vont t'écouter, s'il te plaît? Bon, mais tout d'abord, merci de m'accueillir. Je suis tout rouge et ça ne se voit pas donc parce qu'il n'y a pas de bande vidéo déjà. C'est très embarrassant d'avoir une description telle que tu l'as fait parce que déjà je ne me vois pas donc je peux pas me voir comme ça. Et c'est touchant en tout cas, et je te remercie. Et moi, c'est un honneur partagé parce que tous nos échanges sont sharp, précis, avec une intention de partager et pas de prendre, mais plutôt de donner. Et c'est tout à fait dans l'état d'esprit dans lequel j'aime fonctionner. Donc, merci beaucoup, Julien. Euh, qui je suis, j'en sais rien. Je crois que ça change tout le temps déjà. Donc, c'est difficile d'arrêter une photo à un instant T. Et puis, de toute façon, je suis ce que les gens voient et pensent, puisqu'on est en général la moyenne des gens avec qui on évolue. Donc, Mhm. déjà, décrire une moyenne, c'est délicat quand on n'a pas la quantité, les quantités connues. Alors, donc, ce que je peux te donner, peut-être c'est plus utile dans ton podcast qui est très orienté négo, c'est plutôt le profil des gens avec qui je travaille. Donc, je travaille dans trois domaines distincts de compétences, on va dire. Premièrement, le monde de l'entreprise, où j'accompagne des COMEX, des présidents dans leur prise de fonction, dans la stratégie, les ruptures stratégiques, les environnements complexes, leur gestion de crise et bien évidemment les négociations sur des fusions-acquisitions ou des retournements de business model. Mhm. Deuxième champ d'action, c'est le sport de haut niveau, où j'interviens auprès de sportifs dans différents domaines, que ce soit des sports collectifs ou des sports individuels. Par exemple, en rugby, aujourd'hui, j'ai la chance d'accompagner La Rochelle, qui est champion d'Europe. Je vais travailler pour Fidji au rugby pour la Coupe du Monde. J'ai l'équipe de France enfin, deux bateaux, un bateau hommes et un bateau femmes en 49ers pour l'équipe de France de voile pour les préparer pour les Jeux Olympiques. J'ai d'autres sportifs, j'ai d'autres singularités telles que des personnes qui ont des très gros projets. Donc j'accompagne une personne qui ne souhaite pas que je mentionne son nom, mais elle est candidate à être astronaute. Donc c'est des personnages intéressants. Et Mhm. puis dernier point d'activité, j'ai la chance d'accompagner certaines forces spéciales, notamment les cellules de négociation sur la compréhension des mécaniques comportementales et particulièrement l'art et la science du questionnement pour démêler des situations complexes à forts enjeux. Voilà, donc ça paraît large, ça paraît distant, mais en fait les trois domaines de compétences ont un élément commun, c'est le cerveau et les mécaniques comportementales. Et c'est là où j'ai concentré mes activités depuis presque 30 ans maintenant. Mhm. Est-ce que ça veut dire que sur des pans d'activité qui sont extrêmement éloignés, comme la performance en entreprise, la performance dans le sport et la performance dans la négociation, sur les mécanismes de décision, en fait, ce sont les mêmes, quel que soit l'enjeu?
Alors, les mécanismes ne peuvent pas être les mêmes parce que chaque individu et chaque situation est absolument unique. En revanche, la mécanique est la même. C'est-à-dire que ce que j'ai voulu faire avant de me lancer dans cette démarche, c'est d'essayer de comprendre quels étaient les invariants dans les prises de décision. Et donc, j'ai passé 2 ans à lire en français, en anglais, ce qui était écrit sur le cerveau, et j'en ai identifié des invariants. Quel que soit l'âge, le sexe, la religion, les enjeux, en fait, il y a une mécanique qui est la même. Le contenu, encore une fois, est unique, puisque chaque personne a une expérience et des enjeux qui lui sont propres, mais la mécanique est la même. Et donc, dans l'approche que j'ai développée, dans la performance et dans la négociation, c'est comprendre les mécaniques de l'autre, les apprendre et poser les questions qui font qu'il va lui trouver un intérêt pour lui à prendre une décision, à dépasser en fait ses peurs, dépasser ses croyances. Et donc c'est la mécanique universelle qui est le corps de mon approche. Top. Avant qu'on rentre dans le cœur du sujet, sur ce que tu viens de dire, c'est passionnant. Juste pour les gens qui veulent explorer ton travail, tu as sorti un livre il y a une dizaine de jours qui s'appelle #Négo. Qu'oseriez-vous négocier si vous n'aviez pas peur? Est-ce que tu veux nous dire 2-3 mots sur le livre et comme ça après on passe vraiment sur le fond? D'accord. Donc, le livre, c'est en fait un don que j'avais envie de faire de 25 ans de recherche, parce que j'ai pas eu la chance. J'ai travaillé avec des milliers de personnes depuis plus de 20 ans en tout cas, mais je voulais en toucher davantage et donc j'ai voulu partager une méthode et aussi une compréhension de cette grille de lecture. Et donc j'ai essayé, la difficulté c'est que c'est un modèle complexe et de le mettre dans un livre, ça suppose que de manière linéaire, on soit capable de commencer à la page 1, terminer à la page 300 et quelques, en gardant une certaine logique linéaire alors que la description du modèle est complexe. Mais le sous-titre du livre est pour moi le plus important puisque ça touche la négo, mais c'est aussi la peur. Et donc la peur est au centre de ce livre-là puisque j'ai essayé de la décrypter, de la décoder et de donner des points de repère pour que chacun des lecteurs puisse se retrouver dans cette peur-là et comprendre qu'il en est l'auteur. La peur, ça n'existe pas, le danger, il existe. La peur, c'est une construction mentale entre moi, qui suis une personne unique, et mon enjeu, qui est une situation unique. Et donc, l'individu crée une peur. Et l'idée, c'est de comprendre comment elle agit sur mes comportements et surtout comment la contourner, puisque si je change le regard sur la situation, je change mon comportement. Donc, en fait, la peur, on peut la modifier, bien évidemment, hors pathologie grave. Mais là, l'objet de ce bouquin n'est pas de traiter des pathologies, il est de traiter de la vie de tous les jours. D'accord. Passionnant. C'est-à-dire que vraiment la peur, c'est une perception du danger. Moi, je vois une araignée, j'ai peur. Toi, tu vois la même araignée, t'as pas peur. Donc, c'est quelque chose qui est purement subjectif. Et pourtant, ce que je vis est très réel. Oui, c'est ce qui est formidable, c'est qu'une fois que tu as pigé ça, c'est que la seule boîte à images que l'on est, c'est notre cerveau. Donc on a l'impression de comprendre et de connaître le monde entier. Et donc ma perception, ça devient ma réalité. C'est que je peux pas regarder l'image que tu as d'une araignée en ayant peur alors que c'est mon araignée favorite et que moi, je dors avec tous les soirs et je suis très content de l'avoir sur mon oreiller. Et malheureusement, l'araignée, elle y est pour rien. Et sauf que notre cerveau, il ne nous a pas été donné pour penser, il nous a pas été donné pour penser, il nous a été donné pour agir. Et donc, chaque fois qu'on a une information, qu'elle soit auditive, visuelle ou gustative ou même tactile, notre cerveau rentre en résonance. Et dans le sens résonance, non pas raisonnement, mais résonance. Et en fait, sa fonction principale, c'est d'agir derrière en réaction. Et en fonction de ton passé, en fonction de tes histoires, de tes expériences, le cerveau va rentrer en résonance. Et donc, tu as raison quand tu as peur de l'araignée, et j'ai raison quand j'adore cette araignée. Mais la chose, elle n'a rien demandé. Et quand on est en négociation avec l'autre, ça fonctionne de la même manière, c'est que le regard que j'ai sur toi fait la relation. Et c'est ce que j'essaie de décoder dans le livre, c'est que déjà d'apprendre comment et de quoi je suis fait pour comprendre comment l'autre me regarde, puisque le regard qu'il a sur moi est vrai pour lui. Et même s'il pense que je suis un imbécile et que je n'en suis pas moi convaincu, en tout cas, il va falloir partir de son regard parce qu'il a raison à ce moment-là, tel qu'il a pensé. Mais si je change son regard, je change son comportement et c'est tout l'objet du travail que j'essaie de décrire. Envie d'apprendre à mieux négocier pour améliorer votre futur professionnel et personnel? Rejoignez le premier et unique programme de formation à la négociation globale en France.
Ce parcours réunit 12 des plus grands experts français de la négociation. Anciens chefs de la cellule de négociation du RAID, du GIGN, enseignants à Harvard, experts en psychologie et détection du mensonge, criminologues, préparateurs mental. Le parcours est certifiant, avec une certification reconnue par l'État et 100% éligible au compte personnel de formation. C'est-à-dire que c'est 0 € de reste à charge pour 99% de nos apprenants. Alors à tout de suite sur négociation-global.com. Oui, c'est passionnant, mais c'est un peu la question piège de qui es-tu? La personne que tu es auprès de tes clients, c'est pas la personne que tu es auprès de tes amis ou de ta femme et tes filles. On a tous des facettes différentes. Tu dis, fonction de mon histoire et de mon passé, ça va rentrer en résonance avec le cerveau. Dans quelle mesure ça veut dire que le passé impacte ma motivation à faire quelque chose? Est-ce que c'est la temporalité qui me motive à l'action? Est-ce qu'il y a une autre temporalité qui peut accompagner le changement? Déjà, tu peux mettre du et entre tes deux suppositions. Et comme on est dans un modèle complexe, on est dans du et avec plusieurs options. C'est-à-dire, qu'est-ce qui influence ma prise de décision? C'est déjà ce que j'essaie de démontrer, en tout cas dans le livre et puis dans mes cours, c'est que 100% de tes décisions viennent d'une projection mentale de la recherche d'un bénéfice futur et ou de la gestion d'un risque futur. Donc, en fait, c'est la projection mentale d'un futur. Ta question, elle est sur le passé. Le passé, c'est tes acquis, tes expériences, ce que tu en as fait, en tout cas le tag, l'étiquette que tu as collée dessus, c'est tes perceptions, tes émotions, c'est tes croyances, tes besoins, c'est aussi le réseau de personnes que tu as logées dans ta tête qui sont tous importants pour toi et qui ont une influence sur toi. C'est-à-dire que aujourd'hui, mon voisin de palier n'a aucune influence sur ton comportement, par contre, il a une influence sur le mien. Et donc, il a une place prépondérante à l'intérieur. Et donc, toute cette grille de lecture, qui a 11 composantes à l'intérieur, qui passe de l'intention à l'action, me permet de décoder les leviers qui sont influents. Pour certains, c'est l'expérience, pour d'autres, c'est la curiosité, pour d'autres, c'est la peur, pour d'autres, ça va être la croyance et ou le besoin et ou les autres. Puisqu'en fait, comme c'est un système complexe, les leviers interagissent entre eux. Et donc, tu puisses bien dans ton passé pour pouvoir te caler par rapport à une information qui est présenté devant toi et qui suppose que tu te positionnes et que tu agisses. Donc le cerveau a été programmé non pas pour penser, mais pour agir. D'accord. Non, mais c'est génial, ça veut dire qu'effectivement ce passé vient nous donner un prisme de perception, mais l'espace-temps dans lequel se trouve la cause déterminante des décisions, c'est bien le futur. C'est cette projection qu'on va avoir. C'est pour aller chercher un bénéfice ou pour éviter une perte. Il y a une phrase de Paulo Coelho que moi j'utilise beaucoup, c'est le futur a été créé pour être changé. Et je l'aime bien parce qu'en fait le futur il n'existe pas encore. Ça veut dire que si je modifie la perception du futur de mon interlocuteur, je modifie son action et sa capacité à agir ou pas. Bien évidemment, si tu veux, c'est vraiment important de piger ça. Quand j'ai compris ça, ça a changé ma vie en fait, à la fois dans la performance, dans le management et dans la négociation. Puisque c'est une projection mentale, ça veut dire qu'il y a de la place pour négocier. Alors que quand tu me donnes les clés de ta voiture, ben, j'ai les clés dans les mains, mais je peux pas négocier avec les clés, elles ont un élément factuel. Et en fait, si on prend l'analogie avec la voiture, quand tu mets le clignotant, c'est pour un bénéfice futur. Quand tu freines, c'est pour un bénéfice futur. Quand tu accélères, c'est pour un bénéfice futur. Quand tu invites quelqu'un à bord, c'est pour un bénéfice futur. Quand tu refuses de le prendre à bord, c'est pour un bénéfice futur. Donc en fait, quand tu as compris que 100% de nos décisions viennent d'une projection mentale et que ce n'est que le fruit du cerveau de l'autre, ben en fait, il y a de la place. Et si tu rajoutes des questions, puisque dans les systèmes complexes, pour les résoudre, il ne faut pas enlever, mais rajouter quelque chose, par le biais du questionnement, tu rajoutes une situation et tu prends la main sur le cerveau de l'autre qui va devoir, par pulsion, intégrer ton information, ta phrase, ta question, dans son futur, et donc tu modifies son regard. Si tu essaies de le forcer, donc on ne peut pas motiver les gens, on peut les forcer, on peut les dégoûter, mais il suffit de les influencer par l'art et la science du questionnement pour créer un changement dans leur tête qui fait que, grâce à toi, ils ont trouvé une option à laquelle ils n'ont pas pensé. Grâce à toi, tu as ouvert un angle mort qu'ils n'avaient pas imaginé. Et en fait, tu les aides en changeant leur regard, à trouver des alternatives qui augmentent la performance, augmentent la relation. C'est intéressant. Alors, il y a trop de choses qui me viennent à la tête. C'est passionnant. Ça veut dire que tu peux pas motiver ton interlocuteur, c'est ce que tu dis,
tu vas créer un espace qui va motiver sa décision, mais c'est la personne qui le fait. Tu as une phrase qui est très forte, qui résume assez bien ton système, mais la seule personne qui va faire, c'est l'autre. Est-ce que cette notion, cette phrase que tu as très forte… Non, la phrase, le motto que Oui. j'utilise, c'est comment faire pour que l'autre accepte librement, et j'insiste sur le mot librement, accepte librement ma proposition en utilisant son mode de pensée. C'est-à-dire que, et dans le librement, il y a toute la clé de la bienveillance dans la performance et dans la négociation, c'est que je vais lui tendre des informations, je vais utiliser son mode de pensée, et en croisant les informations, en utilisant des paradoxes. Un paradoxe, c'est une clé extraordinaire parce que le cerveau ne peut pas le démêler. C'est que la première proposition est vraie, la deuxième proposition est vraie, mais les deux ne sont pas compatibles. Et donc, le cerveau aura une pulsion d'essayer de trouver une troisième réponse, car les deux ne sont pas incompatibles. Par exemple, toi, je sais que tu es un papa attentionné, mais tu me dis que tu es attentionné et pourtant, tu es en train de parler avec moi à cette seconde. Comment t'expliques ça? Et donc, tu vois bien, la difficulté, c'est qu'il faut que tu te démêles tout seul avec tes deux versions. C'est oui, tu es attentionné, mais en même temps, tu t'éloignes de tes enfants parce que tu me parles. Et donc, ça crée un bug mental. Et ce bug mental, il est très bienveillant parce que tu vas trouver, pour donner du sens à ces deux propositions, une bonne raison derrière de te justifier que tu vas aller les embrasser, tu les embrassais avant et que tu vas les embrasser après. Mais c'est formidable parce que le cerveau, il répond à des pulsions. Et donc, plutôt que d'essayer de convaincre, ce qui n'a aucun sens, parce que dedans, il y a le mot vaincre, donc convaincre, il y en a un autre, mais il y a le mot vaincre, et on peut pas le convaincre, mais je vais t'aider à trouver un axe qui est bienveillant pour toi et qui respecte non seulement tes enfants, mais aussi la qualité de notre échange. Oui, parce que quand tu essayes de convaincre, déjà tu imposes un point de vue et tu pars du postulat que tu as raison et que l'autre a tort. Et s'il se met en action, c'est pas forcément ce qu'il y aura de plus bénéfique pour tout le monde. C'est passionnant ça sur ce que tu dis. Et sur cette notion de bénéfice, tu disais que c'est aller chercher un bénéfice futur. Nous, on part d'un postulat qu'il n'y a pas de don gratuit. Dès que l'être humain fait quelque chose, il le fait dans une volonté d'obtenir en contrepartie quelque chose. Non, mais alors, tu vois, on a la petite analogie, on dit que le négociateur, c'est une sorte de dealer de drogue. Il est là pour faire vivre des émotions et il donne sa dose à son interlocuteur. Et la dose, c'est la dopamine, l'ocytocine, la sérotonine et les endorphines. Tu vois, vraiment, il y a cette notion de… dans quelle mesure tu penses que cette notion de pas de don gratuit, en tout cas tout ce qu'on fait, on va le chercher pour un bénéfice, peut faire sens? Déjà, elle est très simple. C'est comme tu as le monde entier dans ta tête, en tout cas tout ce avec quoi tu es en contact, tout ce que tu fais, tu le fais pour toi. C'est-à-dire que même si tu donnes 10 € dans la rue à quelqu'un, tu le fais parce que ta représentation du monde à ce moment-là fait que tu penses pouvoir transformer la vie de l'individu et avoir une contribution. Mais aussi le fait que tu ne lui donnes pas le lendemain 10 €, bien évidemment, fait que tu n'es pas moins généreux, tu es simplement autrement cohérent avec toi-même. Donc 100% de nos décisions, elles sont orientées sur la représentation du monde tel qu'on pense qu'il devrait être. Donc quand tu négocies en faisant un don, bien évidemment, certains sont gratuits et spontanés, mais la clé de l'action du don, c'est ton intention. En latin, intendere, la direction dans laquelle tu vas. Donc, tu ne peux être qu'en cohérence avec toi, puisque tu dis que quelqu'un qui a besoin de 10 € dans la rue, ben aujourd'hui, j'en donne 5 parce que hier, j'en ai donné 10 et je pense qu'il en a eu suffisamment et tu vas te raconter toutes les histoires du monde. Donc, il n'y a pas une seule décision, même avec la plus grande générosité ou la plus grande violence, qui ne soit pas orientée vers toi. On a déjà parlé de radicalisation tous les deux. Si quelqu'un tranche la tête de quelqu'un dans le désert, son intention, elle est positive. Bien évidemment, la personne qui subit la chose, c'est dramatique pour nous, c'est monstrueux pour nous, mais celui qui le fait, il a un bénéfice futur à le faire. 100% de nos intentions sont positives. Et donc, bien évidemment, elles sont orientées et le don paraît parfois gratuit, mais il n'est simplement qu'en cohérence avec soi-même par rapport à tes croyances, tes besoins, tes perceptions, ton passé, tes émotions et puis ce que les autres t'ont appris. L'intention est toujours louable en négociation, d'où le fait nous on va chercher à comprendre plus l'impact. Et puis il y a cette phrase qui est l'enfer est pavé de bonnes intentions qui résume assez bien cette notion. Tu dis
Il y a aussi, que pardon, je t'interromps, il y a aussi un article du Code civil qui dit que il n'y a pas de meurtre s'il n'y a pas intention de tuer. Et on comprend bien, et au golf, c'est pareil, tu peux toucher la balle au départ. S'il n'y a pas intention de jouer, on te permet de la remonter. Par contre, si c'était un geste intentionnel, donc on voit bien la puissance de l'intention dans toutes nos actions. oui, et puis c'est d'ailleurs, je crois que c'est comme ça que tu résumes ton système, de l'intention à l'action, comme ça que tu le faisais à un moment Oui. donné. Ouais, en tout C'est cas, dire à quel c'est vraiment la grille, elle passe de l'intention à l'action et comment on peut raccourcir ce moment-là sans être pénalisé par des croyances qui sont obsolètes, par des besoins qui sont décalés, par des perceptions qui sont inappropriées, par des croyances qui n'ont rien à voir avec la situation. Donc c'est effectivement toute la grille de lecture est filtrée par ça. On se met en action pour aller chercher un bénéfice, donc des hormones type dopamine, ocytocine, sérotonine, endorphine. Euh, dans quelle mesure la peur peut soit nous sidérer, soit nous amener à une notion d'immobilisme, soit nous faire renoncer à ce bénéfice? D'ailleurs, Non, mais a-t-on forcément peur? tant qu'on est vivant, oui. Après, je sais pas. Mais la peur, elle fait intrinsèquement partie de la vie, puisque sans la peur, la race humaine aurait disparu. Sans la peur, on Mhm, ne serait pas capable de construire, d'aimer, de toucher, de vendre, de négocier. Donc la peur, elle est très aidante. Bien sûr, les deux leviers du curseur, c'est l'insouciance, c'est-à-dire que je n'ai pas de peur, et puis la sidération, c'est que je suis tétanisé, je suis frozen en anglais, c'est que je suis sidéré. Mais heureusement, la peur au milieu, elle est formidable. Puisque c'est elle qui va me permettre, par exemple, euh, tu m'appelles, je vois ton prénom, j'ai d'abord peur en disant qu'est-ce qu'il me veut, mais derrière je décroche ou je ne décroche pas. Si je suis donc la peur, elle va déclencher une action. C'est que la peur va amener une émotion, l'émotion va derrière déclencher une action. Donc la peur est la cause de tout, et c'est pour ça que c'est passionnant de comprendre la peur, parce que la peur, quand tu conduis toi sous la pluie avec tes enfants, ben, elle est très aidante parce que mhm. elle va t'amener du Plus vigilant. discernement, de l'intelligence, de l'adaptabilité, de la lucidité, et puis elle va te permettre de freiner parce qu'il faut freiner quand la grêle arrive, et puis elle va te permettre de réaccélérer parce que tu auras moins peur. Donc la peur est la cause de 100% de nos décisions, puisqu'elle va puiser dans la grille de lecture une solution qui est la plus appropriée pour nous, qui sera le bénéfice futur. Donc la peur, elle est la cause de nos décisions, et je trouve ça merveilleux parce que on n'ose pas l'aborder, on a peur de nos peurs, alors que si on comprenait que la peur n'est qu'un reflet de la perception qu'on a par rapport au monde qui nous entoure, et qu'on essaie de la comprendre d'où elle vient, d'où Mhm. parle-t-on. En fait, en la comprenant, on comprendrait mieux les décisions que l'on est amené à prendre. Donc pour moi, Ou à ne pas c'est une prendre. pâte à modeler, une pâte, ou à ne pas Mhm. prendre bien évidemment, c'est une pâte à modeler que je chéris, la peur. Comment négocier dans ce cas-là euh, avec quelqu'un qui a peur et indirectement, nous, on peut aussi avoir peur dans le processus de négociation. Dès que je veux menacer l'autre, dès que je veux le contraindre, en fait, c'est ma peur, c'est mon ego qui prend le dessus, si je comprends Donc, bien. il y a plusieurs choses dans ce que tu dis déjà. Première chose, comment on négocie avec quelqu'un qui a peur. Deuxième chose, comment je négocie quand j'ai peur. Et troisième chose, est-ce que la peur, c'est de l'ego? Donc, première chose, c'est quelqu'un qui a peur, il a raison. Parce qu'il y a 1000 raisons. Et c'est lui qui a la clé de cette raison-là. C'est-à-dire que la proposition que je lui fais, il ne sait pas y répondre, premièrement. C'est-à-dire qu'il est dans la méconnaissance. Deuxièmement, il n'a pas compris. Troisièmement, il ne veut pas l'entendre. Il est dans le déni. Quatrièmement, tu vois, il y a 1000 solutions. Peut-être que Hmm. derrière, en tout ça lui rappelle une situation dans laquelle il a été heurté, maltraité. Donc, en fait, il y a une glande qui s'appelle l'amygdale qui a la mémoire de tous les événements qui l'ont marqué. Et quand il se retrouve dans une situation qui ressemble à ça, l'amygdale va déclencher un comportement en shortcut qui va dire attention, tu es en danger. Donc, tu vois, quand tu es avec quelqu'un qui a peur, j'ai besoin de comprendre. Et deuxième question que tu me poses, c'est quand j'ai peur. Ben, quand j'ai peur, ça veut dire que je m'invente une histoire parce que je ne connais pas l'autre et je ne sais pas à quoi il pense. Donc, la clé pour Mhm. les deux premiers cas, c'est le questionnement. Et c'est là où le questionnement est intéressant, c'est qu'entre deux personnes qui ont peur, le questionnement va venir éclairer la situation avec une autre solution, et ça me permet de comprendre quelle est la cause de la peur de l'autre. Est-ce que c'est du rejet, de la méconnaissance? Est-ce que c'est quelque part qu'il a du mal à se projeter avec ma proposition dans un futur, donc je vais devoir l'aider? Et mon questionnement en disant quelles sont les raisons qui font que vous offrez une certaine résistance à ce moment-là. Et les raisons,
mais c'est lui qui va me les donner. Et de toute façon, il a raison. S'il me ment, je continuerai avec son mensonge. S'il est franc, de toute façon, je continuerai avec ce qu'il me dit. Et le mensonge ne résistera pas au questionnement, justement. Oui, alors ça, c'est intéressant. Si je questionne l'autre, je vais diminuer sa peur. Mais moi, je suis Non, je ne vais pas diminuer sa peur. Je vais essayer de comprendre quelle est la cause de sa peur. D'accord, comprendre quelle est la cause de sa peur. Alors, dans ce cas-là, comment diminuer sa peur? Mais moi, comment est-ce que, vu que je suis le propre auteur de ma peur, est-ce que je peux m'auto-questionner parce que je vais avoir des points aveugles. Je veux dire, si j'ai pas d'aide, mais ça, c'est la troisième question. Est-ce que l'autre va devenir mon aide? Mais tout à fait. C'est-à-dire que de toute façon, en te questionnant, tu vas être l'auteur de ta réponse. Et c'est là où on tourne en boucle quand on est tout seul. Et dans l'approche que j'ai développée, justement, je me dis, soit, puisque je ne connais pas l'autre, je serai dans le scare. C'est-à-dire que si je ne cherche pas à comprendre ce qu'il me dit, c'est mon cerveau qui va interpréter en fonction de qui je suis. Et chaque fois que l'on a peur, en fait, on parle de soi et on va puiser une solution dans son passé. Donc, pour éviter d'être dans ma peur à moi, négociateur, le questionnement est une arme, un outil, un levier absolument extraordinaire puisque je vais me déplacer dans sa tête. Et donc, dans sa tête, je serai dans le care et je ne suis plus dans le scare. Et le care, c'est ce qui va me permettre de comprendre d'où il parle et comment il parle. Et plus je vais comprendre ces leviers-là, plus mes propositions vont être du liant et amener des clés pour adoucir ses peurs, puisqu'en fait, il en est l'auteur, mais en amenant des réponses et en amenant des questions, je l'aide à revoir le scénario tel qu'il ne l'avait pas vu jusqu'à présent. Et bien sûr, en soulageant par mes propositions, si je change son regard, je change son comportement. Donc, c'est une posture de care par le biais du questionnement qui m'empêche de rester dans mon scare à moi, c'est-à-dire d'être dans ma peur. Parce que ma peur va demander à l'autre inconsciemment de venir l'adoucir. Or, ce n'est pas l'objet de la négociation. Si je change son regard, je change son comportement. Si son comportement change, la situation évolue. Et donc, après, je rentre dans quelque chose où la situation évolue, ça change son comportement, etc. Donc, après, c'est une prophétie autorisatrice ou un cercle extrêmement vertueux. C'est vertueux tant que tu es dans le care. Si par malheur, ton ego, puisque c'était ton troisième point sur l'ego, veut avoir raison, veut dominer, eh ben, malheureusement, tous les efforts que tu as faits pour ouvrir le champ des possibles dans sa tête sont ruinés par l'envie d'avoir raison et de dominer. Or, tout le livre est écrit pour démontrer qu'on peut faire autrement qu'utiliser l'ego, la menace, l'autoritarisme, mais en utilisant l'intelligence par le biais de la grille de lecture de l'autre. Mais dans quelle mesure l'ego voudrait reprendre le dessus? C'est parce qu'il a peur? L'ego est le bras armé de la peur. C'est-à-dire que tu as toujours peur parce que tu es vivant, et je te souhaite que tu aies peur très longtemps. Et à un moment donné, quand la peur fait que tu ne contrôles pas, l'ego va essayer de dominer. Et donc l'ego va prendre plutôt que de donner. Or, le questionnement, c'est un don. Et il va poser des questions à la con, telles que ne penses-tu pas que, est-ce que j'ai raison si, ne devrait-on pas? Et en fait, toutes ces questions-là sont des questions qui sont mues par le scare, par la peur, et qui veulent reprendre la main sur la négociation parce qu'on a peur. Or, négocier, c'est danser avec l'autre, c'est danser avec sa capacité à réfléchir. Et plus on rajoute des éléments, plus derrière on ouvre les champs des possibles dans sa tête. Comment faire pour que l'autre accepte librement ma proposition en utilisant son mode de pensée, entre parenthèses, pas le mien. Intéressant. Mais là, c'est intéressant. En plus, les deux exemples de questions que tu as eues en dehors du fait qu'elles soient interro-négatives, c'est des questions dont la réponse n'intéresse que celui qui la donne, que celui qui l'émet. Pour avoir raison, ne penses-tu pas que, ne devrait-on pas, est-ce que j'ai raison si? En fait, non seulement ça te ridiculise parce que tu donnes tes vulnérabilités, mais en plus, tu perds la main puisque tu demandes une approbation à l'autre. Top. J'ai l'impression, sur une phrase que je vais reprendre, mais on va pas s'étendre, tu dis on tourne en boucle quand on est tout seul. Dans ce cas-là, ça répond d'une certaine manière à peut-on négocier quand on est tout seul ou négocie-t-on avec soi-même? La négociation avec soi-même, on le fait tout le temps. C'est-à-dire que tu es sans arrêt dans un arbitrage. Tu arbitres entre tes besoins et tes croyances. Tu arbitres entre tes perceptions et tes émotions. Par exemple, j'ai peur de ça, mais j'ai besoin d'y aller. J'ai besoin d'y aller, mais je crois que ça ne se fait pas. Et pourtant, dans le passé, j'ai eu une expérience où ça a marché. Donc, tu es dans un arbitrage permanent
tant que tu es vivant, tu es en arbitrage. Est-ce que je me lève ou je reste au lit? Est-ce que je me brosse les dents ou je prends un petit déjeuner avant? Tu vois, en fait, on est en arbitrage permanent, sauf c'est là où on se piège parce qu'on est à la fois l'auteur de nos réponses et de nos questionnements. Et c'est formidable. C'est-à-dire que quand je rentre en négociation avec quelqu'un qui négocie avec lui-même, le questionnement, puisqu'il ne peut pas ne pas y répondre, il m'invite dans le débat et il m'invite dans ses arbitrages, puisque son cerveau ne peut pas ne pas répondre à une question. Ou alors, il faut qu'il se mette les deux doigts dans les oreilles et qu'il n'entende pas ma question. Est-ce que tu peux développer ce concept parce que tu en parles dans le livre et c'est vrai qu'il est puissant. C'est que si je te pose une question, ton cerveau ne peut pas ne pas réfléchir à la réponse. Alors, tu peux me donner la réponse ou ne pas me la donner, mais ça, c'est pas très grave. Mais toi, tu as forcément dans ton monde, dans ton univers, dans ta représentation qui est dans ta tête, une réponse. Par exemple, si je te demande, en dehors de tes enfants, quelles sont les 2 personnes, sauf ta femme, qui ont de l'influence sur toi aujourd'hui en dehors du travail? Tu es en train de chercher, mon vieux. Bah oui. Donc, ça veut dire que tu ne peux pas ne pas répondre à la question. Et pourtant, j'ai mélangé tout. J'ai mélangé ton travail, ton épouse, des enfants. Et j'ai parlé d'importance. Et derrière, ben, ton cerveau, c'est pour ça que Google a été génial, parce que dans FileRank, le logiciel de base qui a permis, c'est que ton cerveau est structuré de la même manière. Il suffit que j'aille chercher ce qui est important pour toi. Et ben, tu mords à l'hameçon que tu m'as tendu toi-même, qui est, puisque je parle de toi et de ton monde à toi, ben, tu vas chercher des réponses qui sont les tiennes. Et je n'ai aucune idée de ta réponse et je m'en fous. C'est toi qui vas me la donner. Mais tout d'un coup, j'ai un degré d'importance et je viens d'apprendre le prénom de 2 personnes qui sont importantes pour toi. Et à partir de ça, je vais t'aider, t'accompagner pour que tu réussisses ton projet. Oui, c'est-à-dire qu'à travers ton questionnement, je vais pouvoir avoir une projection du futur qui va évoluer. Bien évidemment, tu n'avais pas pensé à ces 2 personnes-là. Tu me dis, je ne peux pas en parler à ma femme et mes enfants ne comprendront pas parce qu'ils sont trop petits. Quelles sont les 2 personnes avec qui tu pourrais en parler et tu n'y avais pas pensé, ils n'étaient pas présents à ce moment-là. En revanche, quand je demande 2 personnes, ben, tu en as au moins 2 dans ton environnement et les plus importantes qui pourraient t'aider pour ton projet, ben, tu vas les trouver. Et ben, j'ai par exemple un oncle et puis j'ai mon expert comptable en qui je fais bon, voilà, ben, si on parle de l'expert comptable, comment pourrait-on avec lui imaginer que, et puis c'est parti. Mais je me sers de ton répertoire. Je ne vais pas te dire, tiens, tu devrais contacter mon expert comptable, tu t'en fous. Oui, oui. Ah, ouais. Et t'imposes pas un point de vue, tu fais en sorte que librement je puisse effectivement me mettre en action par rapport à ce référentiel. Et si ça fait sens dans mon référentiel, en fait, et que mon ego n'est pas menacé, j'ai aucune Certainement pas. raison de ne pas y aller. C'est très intéressant ce que tu viens de dire là. Je le dis à un moment donné, c'est que imagine qu'un jour, puisque je sais que tu as déménagé, tu invites une dizaine d'amis dans ta maison, et puis que tu en as un qui arrive en disant, mais Julien, comment vous avez pu mettre la salle de bain à cet endroit-là, ça se met pas. Et puis j'espère que cette peinture, on te l'a donnée, que tu l'as pas achetée. Et comment tu fais cuire ton gigot, alors que le gigot, ça se fait cuire de telle manière, puis ça se fait pas à telle heure. Et comment, qui tu as invité? On n'invite pas ces gens-là. C'est-à-dire que quelle est la chance que tu réinvites cette personne-là dans ton futur? Tu vois? Et ben en Oui, fait, toute la posture de négociation chez moi, c'est que je me considère comme un invité chez l'autre. C'est-à-dire que je oui, suis invité, c'est-à-dire que jamais je ne vais juger, jamais je ne vais émettre une opinion qui est la mienne dans son appartement mental, dans sa maison mentale, dans son monde mental, parce que je suis un invité et j'ai envie d'être invité encore. Donc cette posture, elle permet de faire que tu restes invité dans la tête de l'autre parce que c'est une posture bienveillante et augmentante. Et bienveillante, ça ne veut pas dire naïf et oui. bené. Ça veut dire que je respecte justement parce que je veux négocier, je respecte que si je ne suis pas invité dans ta tête, derrière nous allons rentrer en confrontation et là on est sorti de la négociation. Oui, oui, tout à fait. C'est là où tu peux avoir un shift de bénéfices. Autant tu vas avoir des gens qui vont négocier au départ pour aller chercher le maximum d'une situation, et puis quand ils se sentent euh, touchés dans leur ego, froissés, abîmés, le bénéfice peut aller chercher autre chose que le maximum de la situation, mais d'aller chercher à se donner raison. Et pour se donner raison, de sortir de la négociation ou d'aller chercher un accord moins disant pour moi à partir du moment où je fais souffrir l'autre davantage. Et ça devient complètement Oui, irrationnel. après l'humain est suffisamment pervers pour jouer à ça, mais c'est pas l'objet du travail qui est le tien ni le mien. Complètement, complètement. Vraiment passionnant. Vient cette question, euh, comment est-ce que je peux amener l'autre à me dire oui alors qu'il m'a dit non? Est-ce que... Ok, il y a, déjà s'il t'a dit non, c'est qu'au moment où il l'a dit, le non comme tu le sais, tu as eu suffisamment de lecture et tu as écrit là-dessus aussi,
c'est que le non est ma meilleure réponse à ce moment-là. C'est-à-dire que quand tu m'as proposé une banane et que je te dis non, c'est que le non est une réponse, c'est une conséquence à un autre bénéfice futur. C'est que j'ai trouvé dans ma tête une raison de dire non à ta proposition. Donc, le fait qu'il m'ait dit non m'ouvre énormément d'options pour essayer de trouver ce qui fait qu'il apprécierait une proposition. Et donc, je n'abandonne jamais. Pour moi, le non est une réponse à un instant T, c'est-à-dire que quand il a fait cette projection mentale, c'est la meilleure réponse qu'il avait. Donc, en ouvrant par le questionnement, je peux lui demander quelles sont les options qui auraient permis d'obtenir un oui ou une ouverture. Et en allant taper à côté, dans les à côté, c'est dans les paradoxes, il va peut-être me dire, bah oui, parce que hier, je ne pouvais pas, parce que j'étais pressé. Peut-être qu'hier, je n'avais pas les 10 euros qui allaient bien. Hier, je n'étais pas avec les bonnes personnes, je n'avais pas la liberté de vous répondre. Donc, en fait, le non est très intéressant parce que je vais le rebalancer en augmentant ma proposition et je m'offre une possibilité qu'il offre un oui. Donc, comment il va dire oui? C'est très simple. C'est qu'il dira oui parce que c'est bon pour lui. C'est-à-dire que c'est comme par exemple, je veux être recruté par quelqu'un, personne sur la planète n'a été recruté grâce à son CV. Il a été recruté parce que la lecture du CV fait que l'individu a intégré cette lecture-là avec sa perception des lignes qu'il avait sur le CV. Il l'a projeté dans la problématique qui était la sienne et il a recruté la personne parce que c'était bon pour lui. Et donc, c'est se leurrer que d'arriver à un entretien, de négocier un entretien pour un recrutement en disant mais je suis chargé de diplôme, j'ai tout fait, j'ai tout compris, j'ai tout vu sur le web. Le type, il s'en fout tant que tu ne l'aides pas et tant que tu ne l'augmentes pas dans son bénéfice futur. Donc que ça marche avec une banque, avec une négociation, un fonds lors d'une levée de fonds ou lors d'une négociation, quelqu'un va lâcher parce que c'est bon pour lui. Il va passer du non au oui parce que c'est bon pour lui. Et donc c'est cet espace-là dans sa tête que je vais ouvrir par l'art et la science du questionnement, par les influences, c'est-à-dire en rajoutant des éléments auxquels il n'avait pas pensé, qui vont changer son regard sur la situation. Donc le non du passé était un non absolument vrai et indémontable, et je ne vais certainement pas le challenger, je vais ouvrir vers d'autres oui potentiels, et le non est toujours un acquis dans ma poche. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le type, il peut me dire non, il n'en a pas envie. Si je t'offre 10 bananes, la 11e, tu n'auras peut-être pas envie. Un super petit déjeuner ou même tu as passé 10 jours dans un espace, le 11e jour, il est de trop. Donc le non fait partie de la négociation et pour moi, il est louable, il est chérissable, au même titre que la peur. C'est intéressant. Et ce que tu dis, c'est que le non, il m'est acquis, c'est-à-dire que je ne dois pas être surpris à n'importe quel moment de pouvoir l'entendre ou de pouvoir peut-être le dire aussi de mon côté. Si je suis surpris par un non, c'est que je suis dans mon ego. De quel droit puis-je prétendre que mes propositions seront acceptées? Donc, en fait, je ne négocie pas, c'est que j'ai peur du non. Moi, le non, il est déjà acquis, il est dans ma poche, et donc je sais que le non, mais donc je ne vais même pas batailler là-dessus, je ne peux pas avoir peur du non parce que moi-même, je m'autorise à dire non. Donc le non fait partie de la négociation, et il est très intéressant. Mais quand je veux vendre une maison, quand je veux vendre une voiture, quand je veux vendre mon entreprise, et que j'imagine que les gens vont regarder mon bilan et en disant il ne peut pas dire non parce que j'ai une rentabilité de 15 points dans un monde qui est complexe, mais je suis un gros fou parce que peut-être que le type ne peut pas l'intégrer, peut-être que ça ne matche pas avec son business model, peut-être qu'il n'y a pas de place chez lui. Donc le non fait partie de la chose et je vais me questionner ton non, j'en ai besoin de tes noms. Parce que si tu me dis oui, je ne sais pas si c'est un oui pour me faire plaisir, je ne sais pas si c'est un oui parce que tu n'as pas compris, je ne sais pas si c'est un oui parce que tu as peur de me dire non, je ne sais pas si c'est un oui qui est stratégique, je ne sais pas si parce que tu as dit oui, tu vas agir. Donc moi, je préfère les noms. Oui, le non, il est beaucoup plus clair. Au moins, ce n'est qu'une décision qu'on peut faire évoluer. Est-ce que il y a une phrase enfin, il y a beaucoup de passages dans ton livre qui est extrêmement fort. Enfin, moi, j'ai lu des centaines de livres, je pense, sur la négo, et je le dis pour les gens qui nous écoutent, pour moi, avec sans aucune forme de flagornerie, hein, c'est le meilleur ouvrage en français sur la négociation, clairement. Et il y a plein de pépites qui sont incroyables. Mais tu as une phrase qui est très très forte dans ton travail, c'est on est 100% responsable de 50% de la relation. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur c'est quasiment de l'ordre du principe sur cette idée, s'il te plaît, Eric? La réponse, c'est oui.
Ok. Dans quelle mesure tu peux m'en dire un peu plus, s'il te plaît? Qu'est-ce que tu pourrais me dire de pertinent qui permettrait au lecteur de mieux comprendre ce concept? Jusqu'où tu peux aller Euh, là-dedans? Ça- la réponse est oui. Donc, ouais, c'est quand j'ai tracé cette ligne-là, c'était très très important. Parce que comme je te connais, Julien, tu fais partie de mon monde. Et je ne me rends même pas compte. Ça veut dire que tu as une place dans, tu as parlé de l'ocytocine, qui est l'hormone de l'attachement et de la Mhm. confiance. C'est-à-dire que la représentation mentale que j'ai de Julien dans ma tête, elle fait partie de mon monde. Donc tu existes dans ma tête. Et si je ne fais pas l'effort conscient de te dissocier dans une négociation, quand je vais te demander de me prêter, de me prêter 15 euros, eh ben en fait, je réponds à ta place. C'est parce que je t'ai intégré dans mon monde. Et donc, je me mets une barrière mentale qui est très, très forte chez moi. C'est que je suis 100% responsable de 50% de la relation. C'est que je te laisse ton autonomie et ta responsabilité. Si je franchis cette barrière de 50% de la relation, en fait, je te déresponsabilise et dans la négociation, je ne veux pas porter cette charge. Or, notre ego, il veille. Et s'il peut te déresponsabiliser pour te prendre ta décision qui irait dans le sens de protéger mon territoire, donc d'ignorer la personne que tu es et que tu es libre de dire non, en fait, je vais forcer le trait. Et Hmm. ça, c'est un peu mon pare-feu. C'est-à-dire qu'en étant 100% responsable, ça veut dire que je te laisse ta responsabilité, mais moi, je prends la mienne. C'est-à-dire que Oui. je vais m'engager pleinement dans notre relation, mais que j'ai une ligne infranchissable qui est 50% de la relation et je laisserai la tienne. Ça veut dire que dans la négo, si tu te déresponsabilises, je vais te questionner pour que tu viennes prendre tes responsabilités dans l'engagement qui va être le tien en fusion-acquisition, en négociation traditionnelle, c'est que je vais, si tu veux acheter mon appartement, à un moment donné, je vais te faire prendre la responsabilité. Je ne vais certainement pas ni signer à ta place, ni quelque part faire quelque chose qui te déresponsabiliserait. Donc cette phrase-là, c'est un pare-feu pour moi qui est devenu une vraie discipline. Et d'ailleurs, quand on le regarde comme cela, c'est beaucoup plus confortable. C'est-à-dire que je refuse de prendre tes responsabilités. Alors c'est très tentant parce que mon ego va te prendre la main et va te faire signer en bas de la page. Mais derrière, ça veut dire que en te déresponsabilisant, je prends le risque que tu viennes casser le deal quelqu'un. Or, ta responsabilité en bas de la signature qui est en bas, ça veut dire que tu as fait le tour dans ta tête de tous les bénéfices futurs, de toutes les objections et que tu signes en conscience, puisque l'acte final qui sera la signature en bas du contrat sera un acte raisonné et je t'aurai aidé à filtrer les croyances, les besoins, je t'aurai aidé à filtrer que personne dans ton entourage ne viendra objecter ce que j'appelle les parties prenantes. C'est-à-dire que je mets au-dessus de ta tête les parties prenantes qui sont importantes. Par exemple, si je te vends un appartement et que tu n'en as pas parlé à ton épouse, et que tu es très content de l'acheter et que tu aies peur d'en parler le soir, derrière, tu reviendras et tu te rebelleras. Or, je vais faire rentrer les référents qui sont dans ta tête dans le questionnement, mais je ne t'influencerai pas pour que tu signes, je vais t'influencer pour que tu y réfléchisses et que tu signes parce que c'est bon pour toi. D'accord. Donc tu ne me déresponsabilises pas, mais, et c'est la force aussi de cette idée, toi, tu te déresponsabilises pas notamment. C'est-à-dire que sur tes 50%, tu en es totalement responsable. Et tu vas t'efforcer d'être pleinement investi, en tout cas d'être la meilleure version de toi-même. Et, et, et ça va loin en termes d'exigence parce que là, c'est drôle, cet après-midi, j'étais avec un client sur un gros deal et en fait, je l'ai aidé à prendre sa responsabilité, c'est-à-dire que quelque part, elle a eu peur sur un dossier de fusion-acquisition, elle a eu peur de montrer une de ses vulnérabilités dans le process qui était le sien. Et en fait, ne pas en parler, c'est irresponsable. Or, j'ai des choses à dire et je ne veux pas, puisque je prends ma responsabilité, j'ai envie de lui montrer qu'il y a un process en fabrication ou un process en réparation parce que j'ai pas envie de bluffer, de mentir. Et dans la notion de confiance qui est très importante pour moi, là, il y a 6 critères qui sont l'authenticité, la loyauté, je ne mens pas, je respecte les règles, je suis compétent, je suis ouvert au changement parce qu'on est dans un système complexe, je suis disponible pour toi et je vais créer aussi une relation temporelle. Donc, je refuse de mentir. Et donc, ça veut dire que je prends mes responsabilités. Je ne suis pas coupable, je suis responsable. Si j'ai oublié quelque chose, je prends ma part de responsabilité dans la négociation en disant je me suis trompé. Et ça, c'est Mmh. très important, en tout cas dans le modèle qu'elle vient. Ouais, top. Ces 6 critères de confiance, je les ai découverts tout à l'heure. J'ai vraiment aimé. Je trouvais que ça avait beaucoup de sens.
De ce que j'en ai compris, on était vraiment sur de l'ordre des valeurs de l'individu, qui sont totalement applicables au quotidien. Et je te vois sourire, Eric. On n'est pas dans des valeurs, on est dans des actes. Et c'est ça qui est D'accord, intéressant, c'est que everything you do matters. C'est que c'est des actes et c'est des faits. Alors bien d'accord. sûr, il faut émettre des mots étiquettes, mais ça veut dire que je refuse de mentir, je refuse d'être incompétent, je refuse de transgresser les règles, je refuse de ne pas être agile dans le sens, ce mot-là me gonfle, mais ouvert au changement. Je refuse d'être imprévisible et je refuse de ne pas être disponible. Donc c'est bien non pas des valeurs, mais des actes et des faits. Parce que si on parle des valeurs, et je ne doute pas que tu l'aies vu dans le modèle, c'est que les valeurs, en fait, sont des mots étiquettes qui ne montrent pas nos points forts, mais qui montrent nos vulnérabilités. Et Hmm. c'est pour ça qu'on met autant d'énergie là-dessus. Donc, les règles de la confiance, c'est pas des valeurs, c'est les actes, c'est la façon dont j'influence le regard qu'a l'autre sur moi. Et en fait, la confiance, ça n'existe pas, comme la peur n'existe pas. Mais plus j'ai peur, moins j'ai confiance, moins j'ai peur, plus j'ai confiance. Donc en fait, les 6 leviers que j'ai confiés dans le livre me permettent de ne jamais injecter la peur dans l'autre, parce que si j'injecte de la peur, j'empêche qu'il ait un bénéfice futur qui m'amène, puisque je Hmm. deviens un élément répulsif. Donc les 6 leviers qui sont là, c'est des leviers où je refuse d'en activer un seul qui va injecter de la peur. Parce que tu peux être authentique, loyal, compétent, ouvert au changement, mais si tu n'es pas disponible, tu as de la peur. Or, dans la négociation, je dois rester disponible. Je refuse de te... Si tu mens, tu rajoutes de la peur. Donc, c'est une approche exigeante. Alors, je ne dis pas que je dis tout, puisque dans la négociation, je ne vais pas donner mes marges, je ne vais pas donner clairement toutes mes intentions. Mais en revanche, quand j'ai ouvert la bouche et que j'ai dit c'est comme ça, je ferai ça, je serai là à telle heure, nous allons parler de ce sujet et nous allons traiter telle clause dans tel contrat, en fait, on va faire ça. C'est-à-dire que j'ai pas d'intention masquée là-dessus, puisque je sais Hmm. que sinon, si son ego le découvre, je vais me trimballer avec un peureux et négocier avec un peureux, c'est casse-bonbon. Hmm. Ça veut dire que pour diminuer la peur chez l'autre, j'injecte de la confiance? Tu injectes des actes et des faits qui ne sont pas cause de peur et Hmm. qui, par nature, laisseront de la place à la confiance. La confiance, d'ailleurs, ça n'existe pas parce que ça vient du latin confides, ça veut Mhm. dire avoir la foi, et c'est donc le sentiment de confiance. Et donc, rien qu'en disant ça, tu vois bien que ça touche les émotions. Les Bien sûr. émotions sont liées au territoire. Donc, en fait, je ne veux pas activer un des éléments qui fait que tu vas te barrer parce que je suis la cause de ta peur. Donc, c'est très Hmm. exigeant. Oui, c'est vraiment intéressant. Ça touche au territoire. C'est-à-dire que euh, Perçu. dans... Oui, 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 perçu. Dans notre travail, pour essayer de travailler cette dynamique de confiance, en fait, on apporte deux choses qui sont la sécurité et la liberté. J'ai l'impression que plus tu apportes de la sécurité et de la liberté à ton interlocuteur de te dire non, euh, plus il va avoir confiance et peut-être moins il aura peur. Mais c'est bon, c'est une autre grille de Non, lecture. mais plus, moi, j'apporte rien, c'est lui qui se l'apporte. Oui. C'est-à-dire que je vais apporter une information, mais comme je connais sa grille de lecture, il va s'apporter de la sécurité avec moi. Et comme tu l'as dit, ça touche des hormones du plaisir, de l'attachement. Et donc, en fait, il va s'attacher à moi parce que je suis un élément augmentant de son futur et je deviens un référent. Et en étant un référent dans la négociation, il ne peut pas avoir peur du référent qu'il a installé lui-même au sommet de la hiérarchie. Ouais. Alors ça, c'est intéressant parce que ça touche. Je ne sais pas si tu le définis comme ça. C'est la notion de pouvoir en négociation. Qu'est-ce qui fait que qu'on peut obtenir quelque chose? Et majoritairement, dans ce que j'ai pu lire, c'est que le pouvoir il s'utilise contre les gens. Et nous, notre perception du pouvoir, c'est que c'est cette capacité à posséder ou détenir une ressource que l'autre valorise. C'est-à-dire que notre plus grosse source de pouvoir, c'est notre capacité à solutionner le problème de l'autre, ou autrement dit, je ne pourrais pas avoir d'opportunité professionnellement ou personnellement si je ne suis pas une opportunité pour l'autre. Donc en fait, cette notion de pouvoir, elle est dans ce souhait d'être une évidence pour l'autre. Et j'ai l'impression que c'est ce que tu dis, en fait, c'est que plus tu augmentes l'autre pour reprendre tes mots, donc plus tu es une évidence, plus tu es un point de passage obligatoire, plus il te donne du pouvoir, ou en tout cas, plus il va avoir confiance et moins il va avoir peur. Je vais me permettre d'aller un peu plus loin parce que je fais une Vas-y. différence entre pouvoir, autorité et légitimité. D'accord. Et le pouvoir, c'est la capacité à agir sur les hommes, le temps et les ressources. Autorité, ça vient du latin auctoritas,
qui veut dire, qui a donné en anglais auction, augmenter, c'est-à-dire que le C de auctoritas s'est adouci avec un G et c'est augmenter l'autre. Et en fait, en français, on dit très bien conférer, écoute bien, conférer, confides, confiance, on confère l'autorité à quelqu'un de me guider. Et la légitimité, ça vient de légos, la loi, c'est-à-dire que c'est un référent par sa connaissance, par sa justesse. Et le problème de l'ego, c'est qu'il a le pouvoir d'influencer et il va chercher d'être légitime. Inconsciemment, il va chercher une légitimité. Or, c'est une erreur liée à l'abus de pouvoir, c'est-à-dire que je ne serai légitime à tes yeux que parce que je t'ai augmenté. Donc moi, je ne vais pas chercher le pouvoir, je vais chercher d'être une figure d'autorité. Et que jamais, jamais, jamais je ne revendiquerai mon pouvoir en disant « attention, je peux vous bloquer ». Parce que faire référence à son pouvoir, c'est devenir un élément bloquant, dominant. Or, dans l'approche que j'ai de la négociation, c'est que je ne suis pas plus haut, je ne suis certainement pas plus bas, mais je n'ai pas besoin d'abuser de mon pouvoir. Je vais tout faire pour devenir une figure d'autorité, c'est-à-dire que je vais t'augmenter. Et dans la tête, ça génère effectivement non seulement du plaisir parce que je t'ai augmenté, de la satisfaction, mais ça sécrète, comme tu l'as dit, l'ocytocine, c'est une hormone d'attachement, c'est-à-dire que nos référents, nous y sommes attachés. Les gens qui nous ont augmentés, on s'en souvient, comme on se souvient très bien des gens qui nous ont humiliés. Donc, je préfère prendre la voie de l'augmentation par l'autorité, être une figure d'autorité et non pas de pouvoir, pour qu'un jour, je serai peut-être mort et tu diras, ce type-là était légitime. Mais il n'y a pas de quête de légitimité dans la négociation. Or, inconsciemment, je vais la chercher parce que je ne me vois pas négocier avec toi, donc je vais me chercher dans tes yeux et je vais chercher à être légitime dans tes yeux. Et si tu as une poker face, je vais rien voir et je vais être perdu parce que ma quête de légitimité, elle est liée à l'ego. Cette quête de légitimité est liée à l'ego, c'est-à-dire Eh bien, inconsciemment, si je ne suis pas légitime à tes yeux, tu ne m'écouteras pas. Mais on s'en fout. Parle-moi de moi. Et puis, je vais t'écouter. Ça veut dire que si je cherche à t'augmenter, tu vas m'écouter. Mais si j'arrive en disant, vous savez, j'ai fait ça, vous devriez m'embaucher, ou j'ai une expérience, on s'en fout. Tu cherches une légitimité. Parle-moi de mon projet. Trouve des angles augmentants chez moi. Trouve des angles morts auxquels je n'ai pas pensé. Aide-moi à structurer ma pensée au-delà du projet qui était le mien. Et je vais t'écouter. Je ne peux pas faire autrement puisque tu me parles de moi. C'est pas quelque chose qu'on doit aller chercher, c'est quelque chose qui se donne. C'est ça ce que tu es en train de dire? Parce que je m'intéresse à toi. Conférer l'autorité, c'est bien toi qui me le conféreras. C'est toi qui, parce que tu as confiance et donc parce que tu n'as pas peur, tu me conféreras une autorité et donc tu vas me suivre dans mes recommandations jusqu'à ce que je te nuise. Et donc, comme je n'ai d'aucune manière envie de te nuire, eh ben, on devient des followers, des gens qui nous augmentent. Et donc, l'approche de la négociation, c'est d'être des référents. Et là, tout le monde gagne. Pas du genre win-win, mais ce qui ne veut rien dire pour moi, mais d'un genre, plutôt du sens où on va gagner au-delà de nos attentes respectives parce que nos cerveaux sont contraints par des grilles de lecture. Et notre collaboration dans la négociation va nous faire aller au-delà de nos attentes. Ah, génial. On n'avait jamais parlé de win-win ensemble. Est-ce que je peux te demander, petite question, pourquoi est-ce que ça ne veut rien dire dans ton référentiel? Je pense que je le partage, mais je veux être sûr d'avoir ta vision. J'ai adoré le bouquin de Chris Voss sur Never Split the Difference parce que j'aurais aimé le dire, mais c'est lui qui l'a dit. Donc je rends à Chris Voss ce qui lui appartient, c'est que ne jamais couper la poire en deux. En fait, quand on est dans le win-win, c'est qu'on ne sait pas aller plus loin. Et donc, on se retrouve avec une petite pièce à partager. Et ça n'a pas de sens pour moi. C'est qu'on a fait un bout du chemin. Et donc, le win-win, c'est qu'on n'est pas allé au bout du protocole. Et dans le protocole de négociation, pour moi, on allait au-delà de l'objet qui faisait qu'on se rencontrait. Donc, le win-win, pour moi, c'est aussi le lose-lose. C'est qu'il y a une partie qu'on n'a pas explorée. Et bon, après, il y a plein de gens qui sont contents avec ça, mais je respecte. Mais en tout cas, pour moi, ce n'est pas suffisant. J'entends. Oui, Chris Voss, c'est un livre très intéressant à lire, très, très vulgarisé. Mais j'ai une petite préférence, si tu m'autorises. Quand même, Chris Voss s'est extrêmement inspiré de Jim Camp sur son Start With No. Tu me l'as dit. Ouais, mais tu as raison. Et tu as raison de rendre à César ce qui appartient à César. Mais je pars surtout du titre. Le titre de son livre, c'est Never Split the Difference. C'est ça qui est intéressant pour moi. Je répondais à win-win. Oui,
Ouais, mais Jim Camp parle beaucoup du win-win et je trouve que il est dans mon top 3, hein, tant qu'à faire. On a déjà deux livres sur 3. Le système de Jim Camp est incroyable. Tu as évoqué il y a quelques minutes, maintenant il y a un peu plus longtemps, cette notion de questionnement, l'art du questionnement, c'est ce que tu as dit. Je vais essayer de bien formuler ma question. Je ne vais pas te demander si c'est un art, mais dans quelle mesure, Eric, c'est un art, s'il te plaît? C'est un art et c'est une science. C'est une science tout d'abord parce qu'elle touche les mécaniques comportementales, et ça touche les hormones, donc ça touche des éléments incontrôlables puisqu'ils appartiennent au métabolisme de l'autre. Donc l'idée, c'est de comprendre la science des mécaniques comportementales pour essayer de jouer avec et de les utiliser. Donc c'est une science. C'est un art parce que comme le piano, comme la musique, comme le mentalisme, où tu es un expert pour moi, moi je prends les mêmes cartes, j'essaye de faire le truc, j'aurai pas le même effet. C'est-à-dire que les cartes n'y sont pour rien, le public reste le même, mais mon truc va faire flop. Donc c'est un art parce que nous avons, et ça touche les règles de l'apprentissage, on n'a pas tous les mêmes talents pour questionner, on n'a pas tous la même agilité intellectuelle, on n'a pas tous la même spontanéité devant un public ou devant une personne, un rapport à l'autorité. Donc c'est un art parce que le questionnement c'est une méthode, un process qui va toucher certaines parties du cerveau, et donc ça c'est bien établi. C'est une science, mais l'art du questionnement, chacun va le jouer à sa manière. C'est-à-dire, chacun va y mettre son ton, sa spontanéité. Chacun aura des mélodies qu'il préfère utiliser en premier. D'autres vont utiliser plutôt une tonalité, d'autres plutôt un tempo, d'autres vont plutôt être assez doux. Donc c'est un art parce que comme la cuisine, les épices seront pas les mêmes, la texture sera pas la même, la cuisson sera pas la même, et comme ça touche les systèmes complexes, l'assemblage ne peut pas être le même. Et chacun va y mettre sa spécialité. J'ai formé plusieurs centaines de personnes à l'art du questionnement, et ils me surprennent déjà dans la façon dont ils en jouent, et je vois qu'ils ont développé leur propre tonalité. Ça veut dire que dans ta façon de séquencer la question, d'un point de vue linguistique, il y a des points de passage pour ce qui est une bonne question, une mauvaise question? Déjà, il y a pas de mauvaises questions parce que elles sont toutes le fruit de ton meilleur bénéfice futur, mais il y en a qui sont plus ou moins efficientes. Et en fait, tu te souviens de la phrase, tu sais, les bons négociateurs posent des questions, blablabla. Et en fait, pour moi, un excellent négociateur, il obtient les réponses qu'il veut, quoi. C'est surtout ça qui m'intéresse. Et comme je travaille sur les mécaniques comportementales, ce qui m'intéresse, c'est pas que tu répondes à toutes mes questions, c'est que tu me donnes des réponses qui sont aidantes. Et donc, dans le protocole, pour moi, il y a 3 leviers au questionnement. Donc, je suis loin des questions ouvertes ou fermées. C'est-à-dire que premièrement, c'est mon intention. C'est-à-dire que je sais que mon intention, elle est dans le care. Et que si mon intention est pas claire, mon inconscient l'amènera dans le scare. C'est-à-dire que ça sera une question pour répondre à mes peurs et pour avoir raison. Alors que le care, c'est pour te découvrir, pour apprendre, pour comprendre et pour t'augmenter. C'est-à-dire que 100% de mes questions, et je dis bien 100% de mes questions, elles sont orientées vers ton futur à toi pour essayer de mieux comprendre. Premier point, c'est le levier de l'intention. Deuxième levier. Juste pour les gens qui nous écoutent et qui ne parleraient pas forcément anglais, care, c'est prendre soin de l'autre, c'est ça? Care, c'est ça, c'est être concerné par l'autre, et pas non l'autre que j'intègre dans mon monde à moi, mais l'autre dans son entièreté, l'autre dans son unicité et avec son libre arbitre, bien évidemment. Donc, et quand avec tu le parlais nom de qui lui appartient. scare, que tu opposais, scare en anglais, pour ceux qui sont pas Scare, c'est la forcément peur, c'est que la peur est le moteur de mon intention. C'est les fameuses questions, ne pensez-vous pas? Êtes-vous d'accord avec moi? Est-ce que j'ai raison si? Tu vois, c'est ces questions-là qui sont mues par le besoin de nourrir mes névroses, en fait, mes peurs. Donc, premier levier, c'est l'intention. Deuxième levier, ça va être le scope, c'est le territoire de la question. Par exemple, si je te demande, Julien, surtout ne réponds pas parce que tu nous délivrerais des choses trop importantes, mais quel est ton chiffre d'affaires? Ensuite, quel est ton chiffre d'affaires dans les grandes entreprises? Quel est ton chiffre d'affaires dans les grandes entreprises françaises? Quel est ton chiffre d'affaires dans les grandes entreprises françaises qui touchent la négociation complexe? Quel est ton chiffre d'affaires dans les grandes entreprises françaises qui touchent la négociation complexe dans les 2 dernières années? Tu vois bien qu'à chaque fois, je peux, par le questionnement et le territoire que je mets dedans, cibler un des points très précis ou très larges. Je pilote ma question et je peux relever une information de 2 € ou au contraire une information de 200 €. Mais c'est à moi, je suis le pilote de la chose.
C'est comme un faisceau Troisième de lumière levier, que tu pourrais rétrécir. c'est ça, c'est ça. Large, c'est un faisceau, j'aime beaucoup ton image du faisceau. Je peux taper large ou je peux être laser sur des spots. Et je suis libre, puisque je suis l'auteur de ma question, j'ai la possibilité de poser une question. Je vais certainement pas me priver de dire quel est ton chiffre d'affaires et que tu me répondes 2 euros. Mais non, tu sais bien, je disais pour les entreprises françaises, pour ça. Et en fait, je me suis privé d'aller chercher une information qui était la bonne. Et je ne sais pas à quoi tu penses, mais moi, je sais que je peux aller chercher dans ton cerveau, puisque ton indexation d'informations, tu l'as structurée à un endroit précis. Et tu m'as dit que tu travaillais dans les entreprises françaises, tu m'as dit que tu faisais d'un négo, et tu m'as dit que quelque part, tu travaillais sur des négociations complexes. Donc, je peux librement aller, en utilisant tes index, chercher. Donc, deuxième levier, c'est le territoire de ma question. Et troisième levier, qui est pour moi une vraie découverte grâce aux mécaniques comportementales, c'est pour moi, enfin, je me régale quand je le fais, c'est que je peux te demander une chose que tu connais, une chose pour laquelle tu as une opinion, ou que si tu ne connais pas, en tout cas, tu peux imaginer. Par exemple, quelle température, à ton avis, fait-il dehors? Quelle température fait-il en Espagne, à Madrid aujourd'hui? Ou combien de personnes écouteront ton podcast? Je sais que ton cerveau a, dans une partie de son archivage, des informations et tu peux avoir une opinion. Ne réponds pas. Que penses-tu de l'action de Poutine aujourd'hui et l'impact de Biden et de Xi Jinping dans cette affaire? Mes questions vont puiser dans tes opinions, dans du connu, ou en tout cas quelque chose que tu peux commenter. Et puis, il y a un type de question, et c'est là où la magie du cerveau combinée avec le questionnement est absolument incroyable, c'est que je peux te demander d'élaborer quelque chose. Et là, je m'explique. C'est-à-dire que tu n'y avais pas pensé avant, et c'est le propre des systèmes complexes, c'est que je vais prendre 2 éléments de ta connaissance. À ton avis, si ton épouse invitait Poutine à la maison, quels seraient les 2 sujets, hormis l'Ukraine, que tu aimerais aborder avec lui pour lui faire prendre conscience que quelque part, il a dépassé les limites et que les conséquences touchent l'énergie du monde entier? Tu vois? Donc, j'ai pris 2 éléments. Un troisième, l'énergie. Je prends Poutine. Tu n'étais pas prêt à répondre à cette question-là, puisque tu n'avais pas d'opinion, puisque j'ai mélangé plusieurs critères, mais ton cerveau ne peut pas ne pas répondre. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que je peux piloter le type de réponse, c'est le troisième levier, je peux piloter le type de réponse que tu vas me donner, soit dans le connu, soit je vais te faire élaborer une réponse. Donc j'ai 3 piliers, et ces 3 piliers, si j'en oublie un, quelque part, la réponse sera dégradée. Or, si dans chacune des questions, je joue avec ces 3 piliers, derrière, je suis exactement là où je veux, et tu ne pourras pas ne pas répondre. Alors, peut-être que tu me mentiras, peut-être que tu garderas ta réponse, mais en tout cas, ce n'est pas grave. Je sais que je suis au bon endroit dans ta tête. Et c'est là que ça peut créer cette notion de paradoxe que tu soulignais tout à l'heure. Exactement, c'est que je vais avec toute la bienveillance du monde en disant, voilà, tu me dis que tu penses à ça, je sais que tu aimes le mentalisme, tu sais que le mentalisme est en désaccord avec la négociation. Maintenant, à ton avis, dans quel domaine pourrait-on, en prévenant un public, combiner les deux, et quel genre d'ouvrage tu pourrais écrire? Ça fait 6 ans que j'attends ton ouvrage, donc il faudra bien que tu le pondes à un moment donné. Alors, je reviens sur la préface que tu m'as gentiment écrit. Il y a un nous permettre de faire, donc j'attends qu'on le fasse ensemble, cet ouvrage mixte mentalisme. On verra. Ouais. Faut trouver la clé. Je t'embête. Tu es revenu énormément de fois sur cette notion de négociation complexe, de complexité. J'ai beaucoup aimé la façon dont tu le définissais dans ton livre. Est-ce que tu peux nous partager en fait ce qui rend la négociation complexe et comment jouer avec cette complexité, s'il te plaît? Oui. Je fais vieux de silence pour te laisser la parole. J'essaye. Tu me demandes si je peux le faire, je réponds. Donc voilà, donc c'est très important ce que tu viens de dire, c'est que j'estime que depuis 2010, il s'est passé une chose dans le monde et que il y a un des changements les plus drastiques, c'est le rapport à l'autorité, et ça touche tous les êtres vivants sur la planète, on le voit. Pourquoi 2010? Parce que 2000 le web est le début de ça, mais 2010 c'est en fait l'arrivée de l'intelligence artificielle et le cloud. C'est qu'on a cassé la relation au pouvoir et à la connaissance.
Et donc, je fais une très grosse différence entre les systèmes complexes et les systèmes compliqués. La négociation, elle est complexe parce qu'on n'est plus dans un mode où il y a ci, il y a ça, donc il y aura ça. Or, beaucoup de modèles de négociation avaient été écrits après les 30 Glorieuses, où on était 1 milliard de personnes en 1900, 3 milliards en 1950, on annonce 8 milliards, on va scorer les 8 milliards, donc un peu en avance maintenant, et on annonce 9 milliards. En tout cas, on est davantage de personnes. Donc en fait, on est sorti des systèmes linéaires parce que le monde est surchargé. Donc la négociation d'autrefois, qui était une négociation linéaire qui avait sa place, avec une négociation comment on appelle ça, en entonnoir, avait sa place parce que les marques avaient de l'autorité. Si on me dit ça, le rapport à l'autorité disait tu prends ça, donc tu vas pouvoir prendre ça. On pouvait écrire l'histoire. Or, on a basculé dans une vraie complexité aujourd'hui. Et les deux caractéristiques des systèmes compliqués, linéaires, et des systèmes complexes sont caractérisées par quatre critères. Le premier critère dans les systèmes compliqués, c'est que c'est prévisible. C'est-à-dire que si on prend par exemple un objet compliqué mais qui n'est pas complexe, c'est ton ordinateur, ton ordinateur, c'est prévisible. C'est-à-dire qu'on connaît les composants de la chose et puis on peut les décrire. Alors que la complexité, elle est imprévisible. On va commencer à négocier ensemble, mais on ne sait pas ce qui va se passer. Et on n'est plus dans un modèle linéaire où je connais la fin de l'histoire. Je sais que tu peux dire non, je sais que tu peux dire oui, mais tout ce qui se passe au milieu est imprévisible. Deuxième critère, c'est le système compliqué, ils sont réversibles. Si tu démontes ton ordinateur et que tu le remontes, il n'aura pas changé de forme et tu vas retrouver ton ordinateur dans le même état. Moi, si je le démonte, je vais le péter, mais c'est quelqu'un qui sait faire, il démonte, il remonte, il sait faire. Or, dans les systèmes complexes, on est dans irréversible. Et c'est le modèle de la mayonnaise, c'est que quand on a mis de la mayonnaise, on a fait une mayonnaise, on ne peut pas extraire de la mayonnaise l'œuf pour le remettre dans sa coquille, l'huile dans sa bouteille, le sel dans la salière. Et en négociation, non seulement c'est imprévisible, c'est irréversible. Troisième critère, c'est que il y a une indépendance des paramètres dans un ordinateur, c'est-à-dire que la clé A et la clé B et la clé Z, la touche A, B, Z sont indépendantes les unes des autres et la batterie ne se mélange pas. On n'est pas en train de mélanger quelque chose. Donc il y a une indépendance. Or, dans la négociation, système complexe, on est dans l'interdépendance. C'est que le sourire que tu vas m'envoyer, la question que tu me poses, aura une influence sur moi et j'aurai une influence sur toi. On est comme dans la mayonnaise, c'est que l'œuf va modifier le goût de la moutarde va modifier la texture de l'huile et donc on est dans une interdépendance. Et quatrième critère qui différencie les systèmes complexes des systèmes linéaires, c'est que il y a des invariants connus pour faire un ordinateur, c'est qu'il faut un écran, une batterie, les touches A, B, C, D, et ainsi de suite, et puis la touche return. Alors que dans la négociation complexe, il y a des invariants, mais ils sont flous. Je ne sais pas dans quelle humeur tu es aujourd'hui, je ne sais pas ce qui t'embête, je ne sais pas ce qui t'ennuie. Donc on est dans des invariants flous, c'est qu'il y a des enjeux. Il y a un négociateur et un négociati, il y a quelqu'un avec qui je vais négocier, mais je ne sais pas dans quelle mesure il est. Donc, c'est pour ça que la négociation est complexe, parce qu'elle est imprévisible, irréversible, interdépendant et invariant flou. Et que celui qui croit contrôler la négociation comme il le ferait avec un système linéaire, en fait, a déjà mis une attente de résultat derrière. Oh, je n'en sais rien. Et j'ai pas peur d'y aller. Parce que la négociation complexe, elle permet d'ouvrir les champs des possibles. D'embrasser cette incertitude. Mais ouais. Tu as évoqué un mot qui est mon plus grand regret à la lecture de ton livre, hein, et je te l'ai partagé, Eric. Negotiati. Ce concept, il est brillant. Est-ce que tu peux en dire 2-3 mots? Parce qu'il n'est pas dans ton livre, tu l'as transformé avec l'autre. Et je trouve qu'il est important d'en parler parce que je l'avais vu nulle part, et au moins pour t'en donner la paternité. Surtout dans un monde où les idées se répandent rapidement. Il est fort, ce terme pour moi. En fait, c'est un mot qui n'existe même pas en anglais, hein, mais le négociateur, c'est celui qui initie la négociation, et le negotiati, c'est celui avec qui on négocie. Et j'ai voulu mettre ce mot-là, mais en parlant avec mon éditeur, il a dit le livre est d'abord en français, donc on risque de perdre beaucoup de gens si effectivement beaucoup de lecteurs si le mot négociati n'est pas compris. Et donc j'ai accepté de l'enlever, mais dans mon travail,
de tous les jours. J'utilise le negotiateur parce que c'est un être à part entière et l'autre est trop vague pour moi ou mon interlocuteur est trop vague. Mais c'est une coupe mal taillée que j'ai acceptée parce que je fais confiance à mon éditeur qui connaît mieux les lecteurs que moi dans ce monde-là en tout cas. Mais j'aurais aimé utiliser negotiateur tout le long du livre. Non, mais c'est un beau concept. Merci en tout cas. Beau concept, c'est pour ça que je voulais qu'on en parle. Écoute, c'est passionnant et puis le temps passe vite. Je vais te poser une dernière question. C'est la même question que je pose à tous mes invités. Si le Eric d'aujourd'hui devait rencontrer le Eric d'il y a 20 ans, 30 ans, quel est le conseil que tu lui donnerais à ce Eric d'il y a 30 ans? Et tu ne peux pas ne pas avoir la réponse. Non, je réfléchis parce que tu vois, la question, elle est complexe et elle m'oblige à réfléchir en arrière puisque donc tu m'obliges à élaborer une réponse parce que la situation que tu amènes dans ma tête, elle n'est pas connue de moi. Donc c'est un très bon exemple de question élaborée. Donc elle génère un temps de réflexion. Je suis très embarrassé, mais c'est formidable. Qu'est-ce que je lui dirais? À part toutes les banalités, sois toi-même, ne change rien. Ah non, je sais, je lui dis questionne. Parfait. Tout bon. Merci beaucoup, Eric, Merci à toi, pour Julien. la participation au podcast, pour ton amitié qui m'honore et pour tout ce que tu mets dans ce livre. On ne l'a pas précisé, mais tous les bénéfices vont. Oui, j'ai oublié de le dire, mais ça me regarde. En fait, d'abord, c'est un transfert de connaissances, c'est un don, mais en plus, j'ai décidé, et ça me regarde. C'est vraiment très personnel. C'est que tous les revenus de ce livre-là, je les donne à des associations qui s'occupent d'offrir des rêves à des enfants qui sont condamnés. Et la raison me regarde. C'est que j'ai pas envie de m'enrichir avec ça, et je crois que je m'enrichis beaucoup plus en sachant qu'il y a des gamins qui vont se marrer, qui vont avoir des sourires, et des bananes en montant sur une stage, comment on appelle, comment on appelle ça, Une scène, sur une scène, merci, ou derrière un camion, ou en montant sur un vélo, ou en faisant du golf avec quelqu'un, ou en allant en montagne. Je trouve que c'est très riche, en fait, ça me nourrit amplement. Mais merci de le dire, j'avais pas prévu de le dire, mais autant le dire. Et je mettrai le lien pour que les gens puissent te contacter et puissent trouver ton livre. En tout cas, merci beaucoup pour ce don dans le contenu du livre et pour tout. Merci, Eric. Merci à toi, Julien, pour ta confiance et puis je trouvais très gai notre échange. Donc, merci à toi. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast pour parler. Vous vous abonnez si vous voulez être notifié des prochains épisodes. Toutes les 2 semaines, on reçoit un expert sur le thème de la négociation. Merci à tous et à dans 2 semaines.